Cela a été confirmé dans la journée. L'OTAN tiendra une réunion avec la Russie sur la crise ukrainienne le 12 janvier prochain. Une étape primordiale, bien entendu. Mais on va voir ensemble que derrière ce dossier gravitent d'autres sujets et préoccupations géopolitiques qui vont bien au-delà de l'Ukraine. On en parle avec Guillaume Lasconjarias. Vous êtes ancien chercheur à l'OTAN. Merci d'être avec nous ce soir, Guillaume Lasconjarias, en ligne également dans ce 64 minutes. Olivier Kempf, stratégiste et géopolitologue, et également Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Merci donc à tous les trois pour ce grand angle. Alors, Guillaume Lasconjarias, j'ai déjà une toute première question à vous poser pour réagir donc à l'actualité du jour. Que faut-il attendre de cette réunion entre la Russie et l'OTAN le 12 janvier prochain? Déjà une bonne chose, à savoir que les lignes de communication ne sont pas totalement rompues. On a eu il y a quelques semaines déjà une série de tensions. Il y a eu l'expulsion par l'OTAN de diplomates russes qui ont été en fait accusés d'être des espions ou des agents non déclarés. La Russie a rétorqué en fermant le bureau de l'OTAN qui était à Moscou depuis 1990. C'est quand même un geste fort. Et puis là, finalement, on rouvre les lignes de discussion qui n'ont jamais véritablement été fermées. Il y a toujours eu cette volonté de l'OTAN de maintenir un canal ouvert. Et là, le fait qu'on arrive à cette discussion-là, ça montre bien aussi que la crise est présente, mais qu'elle est prise au sérieux et que aucun des acteurs, que ce soit l'OTAN ou la Russie, n'a en fait intérêt à ce que ça aille trop loin. À ce que ce soit rompu au niveau des discussions, en tout cas. Bien évidemment. Olivier Kempf, je me tourne vers vous. Les 9 et 10 janvier prochains, il y aura déjà 2 jours de discussion sur ce dossier entre la Russie et les États-Unis. Moscou présentera sans doute de nouveau ses exigences sécuritaires. Elle souhaite, je le rappelle, que l'OTAN ne s'étende pas à l'Est en acceptant l'adhésion de pays proches comme l'Ukraine ou la Géorgie. Elle verrait ces adhésions comme une menace pour sa sécurité, c'est bien cela ? C'est ce qu'elle dit en tout cas, parce que nous faisons face à une partie de poker entre 2 joueurs principaux que sont les États-Unis et la Russie. Alors on peut personnaliser, Joe Biden d'un côté, Vladimir Poutine de l'autre, mais finalement ce sont 2 puissances, et plus exactement une très grande puissance, les États-Unis, et puis une puissance un peu sur le recul, et avec un Vladimir Poutine qui est finalement très content de rétablir une sorte de parité stratégique qui rappelle un peu ce qu'il y avait autrefois et qui n'est plus la réalité stratégique d'aujourd'hui. Alors, effectivement, il va discuter avec Joe Biden, il va discuter avec les responsables de l'Alliance Atlantique. Il a mis les enchères très très haut. En disant vous n'élargissez pas. Cela étant, quand vous regardez les discours de l'Alliance, d'une part, il y a toujours eu une politique de la porte ouverte et celle-là ne peut pas être remise en question. Et d'autre part, il y a eu une déclaration au sommet de Bucarest, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, qui déclarait que la Géorgie comme l'Ukraine pourrait un jour adhérer à l'Alliance Atlantique. Et donc, Poutine fait un peu exprès de mettre les enchères très haut, sachant très bien que les alliés ne pourront pas répondre favorablement à cette demande. Guillaume Lasconjarias, parce qu'effectivement, sur le papier, la Russie n'a pas vraiment le droit de dire qui peut rejoindre l'OTAN ou non. Non, en fait, le principe même de l'adhésion à l'Alliance Atlantique est un principe de porte ouverte, comme l'a rappelé Olivier Kempf. Et puis surtout, c'est que c'est en réalité ce que l'on voit et en Géorgie et en Ukraine, c'est d'abord aux pays qui sont les premiers concernés à définir par rapport aux 29 ou 30 autres alliés, quel sera leur futur statut. C'est un processus adhérer à l'OTAN. Ça se fait pas non plus du jour au lendemain. C'est long, c'est ça que vous êtes en train de dire ? C'est un processus qui peut prendre des années. En l'occurrence, là, on parle du sommet de Bucarest en 2008. On est en 2022. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a quand même toute une succession d'obligations. Il faut adhérer à des réformes qui sont quand même lourdes dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité, dans le contrôle démocratique des forces armées. Ça se fait pas en un jour. Et puis surtout, il y a une chose importante. Il faut pas avoir de contentieux territorial avec son voisin. Et là, et pour la Géorgie et pour l'Ukraine, on est dans une position où il y a ce contentieux. Et on verra l'exemple de la Finlande dans un instant avec vous. Mais avant cela, je voulais qu'on rejoigne Slimane Zeguidour. Slimane, que l'on comprenne bien, les relations entre l'OTAN et la Russie sont très complexes depuis 2014 en raison de l'annexion de la Crimée par la Russie, annexion que l'OTAN ne reconnaîtra jamais.
ainsi qu'une part importante de la communauté internationale. Il faut dire que l'ex-bloc soviétique a été la raison d'être de l'OTAN. Et pendant un quart de siècle, l'OTAN n'avait dans sa ligne de mire que le bloc soviétique. Maintenant que ce bloc soviétique est tombé et qu'il y a une Russie qui veut reprendre un peu du poil de la bête, eh bien l'OTAN se retrouve toujours en face du même adversaire. Eh bien, ce qui se passe avec les Russes, c'est que les Russes n'ont pas, probablement, comme l'ont dit nos deux intervenants, n'ont pas probablement la volonté d'un choc frontal et n'en ont probablement pas les moyens, en tout cas pas les moyens économiques. Vous savez, la Russie est une puissance atomique, spatiale, balistique, cybernétique, mais elle a le PIB de l'Espagne. Néanmoins, la Russie a une capacité de nuisance énorme. La Géorgie veut rentrer à l'OTAN, grand bien lui fasse. Mais on lui crée le problème de l'Abkhazie, de l'Ossétie du Sud. Deux territoires nationaux qui veulent être autonomes. L'Ukraine veut entrer à l'OTAN. Très bien. Eh bien, le Donbass et l'Ukraine russophone menacent de se déclarer indépendante et de rejoindre la Russie. Même chose dans la Moldavie où il y a la province de la Transnistrie dont on parle très très peu, mais qui est aussi une enclave russe à l'ouest de l'Ukraine et en Roumanie. Donc, plus la presqu'île de Kaliningrad. Donc, tout cela fait que les Russes disposent de capacités de nuisance. Et ajouter à cela que les Russes ont des minorités russophones ethniques dans les pays baltes. Merci. Qu'ils peuvent aussi qu'ils peuvent mettre sur la table en disant que leurs droits nationaux ne sont pas respectés. Olivier Kempf, justement, la Syrie, elle cherche quoi au final, qu'on comprenne bien? Elle cherche surtout à dialoguer avec les Américains, à recréer une sorte de bloc à deux parties? La Russie, oui, elle cherche à exister, elle cherche à faire croire que c'est toujours une grande puissance, d'autant plus que, comme toujours en politique étrangère, il faut toujours regarder les affaires de politique intérieure, et finalement, la Russie n'a pas vécu une très bonne année 2021, avec une année économique qui n'était pas exceptionnelle, avec une gouvernance qui est réellement en panne. On l'a vu avec l'interdiction de l'affaire Mémorial, on voit bien que le système de gouvernement russe aujourd'hui a des difficultés, et puis avec le Covid qui a frappé très 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 durement et beaucoup plus durement qu'on ne l'imagine, la Russie est donc avec une situation sanitaire extrêmement grave. Et donc il s'agit aussi pour Vladimir Poutine de détourner les yeux, et donc en tapant un peu excusez-moi l'expression, mais en tapant un peu du poing sur la table et en faisant un peu de cinéma, si vous me permettez, à l'extérieur, ça lui permet aussi de jouer sur la corde nationaliste à l'intérieur. Ça, c'est un aspect intérieur. Et puis à l'aspect extérieur, même si, bien évidemment, il a des déclarations très fortes sur l'interdiction de l'élargissement de l'Alliance, ce qu'il cherche à préserver, c'est sa zone d'influence sur son étranger proche. S'il peut dynamiter l'OTAN et l'Alliance Atlantique, très bien, mais il n'y croit pas beaucoup. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui est réaliste. En revanche, peser sur son environnement proche, oui, ça, il le cherche volontiers. Alors, Guillaume Lasconchard, je voulais qu'on passe aux autres pays à présent. La Finlande, elle, vient de rappeler sa liberté de candidater à l'intégration à l'OTAN, si elle le souhaite, une perspective peu probable à court terme, mais qui serait inquiétante pour Moscou. Pourquoi ? Alors, en réalité, ce que l'on parle dans ce qu'on appelle la finlandisation, il faut revenir un petit peu en histoire ancienne. À l'issue de ce qu'on appelle la guerre de continuation en 1944, la Finlande se retrouve face à l'Union soviétique et elle n'a plus aucune chose à négocier que de dire, bah voilà, ok, je ne bougerai plus, mais en échange, la Russie ou l'Union soviétique à l'époque garantit ma frontière. En fait, ce qu'on appelle la finlandisation, c'est de la neutralisation stratégique. C'est-à-dire que votre voisin, en l'occurrence la Russie, va vous dire, je ne viendrai pas chez vous, mais en échange, vous n'adhérez pas, en l'occurrence, à l'OTAN. Ce que dit le président finlandais, en fait, est bien plus intéressant. Il dit, voilà, je ne veux pas dire que je vais demain adhérer à l'OTAN. Il précise bien que, d'ailleurs, il n'a pas
La majorité des Finlandais ne veulent pas. Hein. Je crois que c'est un quart seulement qui voudrait, sur les 75% qui seraient plutôt contre. Et puis, en revanche, ce qu'il dit, il dit deux choses. Un, qu'il faut préserver des marges de manœuvre, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un monde qui change, où les logiques de blocs ont quasiment disparu. Il ne faut pas les recréer. Et donc, la Russie ne doit pas commander à un pays qui est souverain. Et la deuxième chose, et c'est ça encore le plus intéressant, c'est dans cette espèce de dialogue que la Russie cherche à recréer face à face avec la Russie, où se trouve l'Europe. Il faut rappeler alors, elle se trouve justement l'Europe. Eh ben justement, alors, c'est quoi sa position? Alors, eh bien, l'Europe, elle avance, l'Europe, elle travaille. Il faut voir comme les avancées qui ont été faites. On peut dire quand même que le haut représentant aux affaires étrangères, donc Josep Borrell, l'a rappelé, l'Europe peut pas se permettre permettre cette expression, d'être un herbivore dans un environnement de carnivore géopolitique. Et c'est bien là ce que l'on essaye de faire. Et la France le fait aussi. Il faut sortir de cette réserve et essayer d'exister parce que la Finlande, c'est aussi l'Union européenne. Slimane Zeguidour, un mot concernant l'influence de l'OTAN à présent dans la zone Asie-Pacifique. Quelle est cette influence justement de l'OTAN? Alors, elle a un partenariat avec des pays comme l'Australie, la Corée du Sud ou le Japon, mais elle n'a commencé à intervenir hors zone de la guerre froide qu'après les années 90, donc des interventions notamment en Irak. Mais sur le plan géostratégique mondial, un des effets du bras de fer entre la Russie et l'OTAN maintenant, c'est que durant la guerre froide, l'Occident avait réussi à s'allier avec la Chine communiste contre l'Union soviétique. Ce n'était pas une alliance extrêmement ostentatoire, mais elle existait dans les faits. Donc l'Occident avait la Chine de ce côté contre l'Union soviétique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Chine est en train de se rallier à la Russie dans une position de défiance vis-à-vis de l'OTAN. Olivier Kempf, je me retourne vers vous pour la conclusion de ce grand angle. Je voulais juste que vous nous disiez quel pourrait être l'avenir de l'OTAN en quelques mots, puisque on sait, certains demandent la fin de l'organisation. Est-ce que vous pensez qu'on arrive à la fin d'un cycle pour l'OTAN ? Eh bien, paradoxalement, avec cette affaire, Vladimir Poutine rend service à l'Alliance parce que vous vous souvenez de la déclaration du président Macron il y a 2 ans qui disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale et effectivement, il y a un grand questionnement d'une part sur à quoi sert l'OTAN sur un théâtre stratégique européen que beaucoup trouvaient finalement en paix, finalement pacifié et donc négligeable, alors qu'aujourd'hui, la grande rivalité, le grand fait stratégique, c'est la rivalité sino-américaine, avec cette question que vous avez posée à l'instant de qu'est-ce qu'on fait sur la Chine, qu'est-ce qu'on fait en Indo-Pacifique. Et d'ailleurs, l'Alliance qui est en train de préparer ce qu'on appelle un concept stratégique, il y en a à peu près un tous les 10 ans, l'Alliance était finalement écartelée entre, d'un côté, un certain nombre de pays alliés, notamment ceux de l'Est de l'Europe, qui disent « vous savez, il y a toujours la Russie, c'est toujours une grande menace », avec tout un tas de pays européens qui ne sont pas tout à fait persuadés que la Russie est une grande menace, ne serait-ce que pour ce que dit M. Slimani, à savoir un PIB qui est celui de l'Espagne. Et puis de l'autre côté, des Américains qui se désengagent profondément du Proche-Orient, du Moyen-Orient, mais aussi du théâtre européen, pour se consacrer au théâtre asiatique, et donc pour qui, finalement, l'Alliance est plus très utile. Et donc, il y avait cet écartèlement. Grâce à ça, grâce finalement à la crise que nous connaissons en ce moment, l'Alliance va trouver un concept stratégique finalement plus facilement. Merci beaucoup Olivier Kempf, en tout cas d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous également Guillaume Lasconjarias, et merci à vous Slimane Zeguidour pour ce grand angle consacré donc à l'OTAN. Merci à tous les trois.